Bonjour à tous, ravi de vous voir si nombreux en cette matinée. On va continuer à parler digital et digitalisation avec nos invités. Le sujet tout de suite, c'est l'accélération digitale à la française. Quelles sont les opportunités business de la transformation digitale dans les territoires? Alors les territoires, bien sûr, c'est toute la France, mais c'est aussi... Je ne vais pas dire et d'abord, mais c'est aussi Paris et l'Île-de-France et c'est un point important pour nous. Pour en discuter aujourd'hui, oui, on s'enfonce un petit peu dans les canapés, mais il va falloir vous mettre à l'aise, mesdames, messieurs, voilà, on est entre nous. Pour en discuter, donc dans l'ordre, il y a Aurélie Bucco-Berton, bonjour. Bonjour Karine. Cofondatrice de qvprivé.com. À côté de vous, Dominique Restineau, bonjour. Président de la CCI Paris-Île-de-France, mais aussi fondateur du MoveJ, que certains d'entre vous doivent connaître, voire côtoyer ou avoir côtoyé. Et puis également avec nous, Clara Getzel, bonjour. Bonjour. Responsable du service PME chez Amazon. Alors, premier point sur ce sujet de l'accélération digitale, c'est vers vous que je vais me tourner peut-être, Clara, et puis après vous compléterez, Dominique. Moi, ma première question, c'est où on en est de la maturité des TPE, PME en matière de digital? Est-ce que vous diriez, selon vos chiffres, que ça y est, quand même, on y est arrivé et qu'il y a encore quelques petits efforts seulement à faire? Alors nous, chez Amazon, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté d'y aller, mais qu'il y avait un certain retard dans la digitalisation des TPE et des PME en France. Il y a un baromètre France Num qui est sorti en 2022 et qui a clairement montré que 80% des chefs d'entreprise, des PME, TPE en France, ont conscience de l'importance du digital pour le développement de leur entreprise, mais que seulement 20% d'entre eux ont leur propre site de vente e-commerce. Donc clairement un écart entre la prise de conscience et le fait de passer à l'action. Et c'est ça en tout cas, nous, qui nous a interpellés et qui nous a poussés à agir. Alors on va voir tout à l'heure comment vous avez agi. Les chiffres, si on regarde les chiffres, Dominique, du côté de Paris, Île-de-France, quels sont les chiffres à retenir? Parce que vous aussi, vous regardez les chiffres de France Num et sur justement l'état de maturité. Oui, alors les chiffres, bonjour à toutes et à tous. On est sur des chiffres un petit peu différents, mais on est également en Île-de-France. C'est ça. Et je dirais que 4 dirigeants de TPE, PME, commerçants sur 5, ce qui est quand même assez considérable, considèrent déjà le digital comme un bénéfice, ce qui n'était pas forcément évident il y a quelques années encore. 2 commerçants sur 3 reconnaissent avoir une contribution dans leur chiffre d'affaires avec le digital. Ce qui n'était pas évident il n'y a encore pas si longtemps. Et sachant que c'est que la moitié sur la moyenne nationale. Ça, exactement. C'est vrai qu'il y a une différence entre la France et l'Île-de-France. Et l'Île-de-France, c'est quand même 30% du PIB français. Alors, j'ai mes notes quand même, parce que pour les chiffres, il faut quand même garder ses notes. 1 sur 3 est conscient qu'il faut et que c'est une priorité sur l'omnicanalité également. 1 sur 4, c'est 25%. Là, c'est un peu pour tout le monde, qui se dit il faut que je recrute. Ah oui. Et bien évidemment, ça m'étonnerait qu'ils recrutent des gens vraiment de mon âge, c'est plutôt de leur âge. Parce que quand même, c'est assez jeune là, d'accord? Et pourquoi? Parce que c'est davantage du digital natif dont ils ont besoin. Ce qui est important dans les commerces de plus de 20, c'est que 96% sont vraiment dans la transformation. Alors il y en a moins bien sûr, mais quand même, c'est 96%, c'est presque 100%. 65%, c'est parce que c'est leur plan de croissance. Et pour une trentaine de pourcents, c'est un peu le passage obligé, il faut y aller. Voilà. C'est les chiffres que je peux vous donner, et tout ça pour un bénéfice que vous imaginez bien, qui est un bénéfice d'avoir une meilleure connaissance de son client. Enfin, je pense que chez vous, ça doit vous parler très pleinement, mais chez toi aussi, Aurélie. Et également de pouvoir être accompagné, on va y revenir après. Effectivement, parce que le frein, c'est le temps, les compétences, l'investissement que ça représente. Exactement, ça c'est les freins, parce qu'on peut dire, bon, ça avance bien quand même. Et il y a une très forte accélération avec la crise Covid.
Eh oui. Là, c'est énorme l'accélération qu'il y a eu. Je dirais dans tout, il y a eu cette accélération. Le temps est fondamental parce que quand même, ça prend du temps. Il faut un petit peu d'argent pour le faire également. Il y a le problème de la sécurité. Il y a un sujet dont on parle de plus en plus, mais pas encore suffisamment, pour lequel la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France s'empare parce qu'on a des formations là-dessus. C'est la cybersécurité avec les cyberattaques. Et puis, l'investissement que ça coûte un petit peu également. Oui, c'est ça. Donc on va voir comment les uns et les autres, vous pouvez accompagner, aider les entreprises sur ce sujet. Et puis il y a celles qui ont compris l'intérêt du digital dès le départ, les DNVB, les digital natives, effectivement. Mais on va voir qui finalement, plus ou moins toutes, à un moment donné, mettent un pied dans le physique, parce que finalement, c'est pas si mal et c'est aussi un plus. C'est votre histoire, Aurélie, avec Marie et Morgane, parce que vous êtes 3 fondatrices sorties d'HEC. Vous avez lancé en 2018 QV Privé. Aujourd'hui, juste pour donner un petit ordre de grandeur, vous réunissez 18 collaborateurs, c'est 18 personnes, et vous avez 25 000 clients cumulés. Vous travaillez avec 35 producteurs. Quel est le concept de QV Privé? Racontez-nous un petit peu quel est le fonctionnement. Donc, le concept de QV Privé, on est une marque e-commerce qui permet d'acheter différemment du vin. On n'est plus seulement sur de l'achat de vin chez un caviste au supermarché. On permet d'adopter des parcelles viticoles et plus largement agricoles pour recevoir tout au long de l'année des produits dont on connaît le producteur. Un producteur qui travaille en agriculture responsable. Et on a vraiment ce côté coulisses et suivi, fidélité à un domaine. Donc, comment ça se passe très concrètement? Vous vous mettez en relation avec des producteurs. Alors, QV Privé, au départ, c'était du vin, mais pas seulement, parce que désormais, il y a aussi de l'huile d'olive, du houblon, du cidre, du whisky. J'ai rien oublié? Exactement. Donc, l'huile d'olive qu'on a lancée, ensuite bière, whisky, cidre. Pour l'instant, on s'arrête là pour quelques temps, mais le vin représente la plus grosse partie de notre activité. Donc, vous vous mettez en lien avec les producteurs. Exactement. On les Quel est le sélectionne. business model? Oui, le business model, c'est nous, on est vraiment distributeur. On se met en partenariat avec des producteurs en France, triés sur le volet, selon des critères environnementaux, selon des critères de qualité. On est associé à un chef sommelier qui était l'ancien chef sommelier du Bristol, qui est vraiment là sur la partie sélection. On a donc du coup ces producteurs partenaires qui travaillent avec nous. Nous, on propose l'expérience entière de QV Privé. Vous allez sur notre site, vous choisissez le domaine dont vous souhaitez recevoir des bouteilles. Et puis, nous, derrière, on achète les bouteilles aux producteurs partenaires. Et puis, on prend une marge sur le package global comprenant les frais de port, toute l'expérience qu'on procure, la visite au domaine, les dégustations en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'être un site de e-commerce, on est d'abord sur de l'expérience client. Exactement. Au-delà d'être un site e-commerce, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est proposer quelque chose qui soit à la fois digital. On a un suivi à distance, on reçoit des nouvelles du domaine par mail, on est invité à des dégustations en ligne, etc. Mais le côté physique, on parle quand même de terroir, on parle quand même de produits français. Il y a un côté, évidemment, il faut aller sur le terrain, il faut aller rencontrer le producteur. On organise de plus en plus de dégustations en physique aussi. Donc c'est sûr qu'on est à la croisée entre le digital et le physique. Mais on est né digital. Ouais, et c'est intéressant. Et vous êtes allé les chercher sur le territoire. C'est un petit peu ce qu'a fait Amazon aussi, Clara. En tout cas, parmi les TPE, je crois qu'il y en a 13 000 TPE, PME françaises, vous avez choisi de les mettre en avant d'une certaine manière. Alors, il y a le fabriqué en France, et puis il y a aussi cette boutique des producteurs où vous êtes allé les chercher, en tout cas pour les mettre en avant et pour qu'ils aient une plus grande visibilité. Tout à fait. La boutique des producteurs, c'est une boutique qui est vraiment dédiée à la mise en valeur des produits du terroir français. Il y a aujourd'hui 13 000 produits qui sont mis en avant. Et l'objectif, c'était vraiment de leur fournir cet écrin et de mettre en valeur tout ce qui était circuit court, produits du terroir. Et c'était vraiment notre volonté. Et du coup, là, sur la fiche produit, on a quelque chose de différent où on met en avant le savoir-faire. Et absolument, on pousse encore plus loin cette logique de valoriser l'histoire du producteur, son savoir-faire, son ancrage dans le territoire. C'est vraiment notre volonté. Et j'en profite pour vous dire que nous serons d'ailleurs présents au Salon de l'Agriculture avec la mise en avant de ces producteurs dans le cadre de la boutique des producteurs. Il y en a 400 pour 3000 références produits. Au-delà de ces producteurs qui peuvent parfois être les cousins de ceux avec qui Aurélie travaille, sur Amazon, bien sûr, l'idée, c'est aussi ces 13 000 TPE, PME, comment leur offrir un marché plus grand avec le digital et c'est bien le sujet aussi, on va revenir dessus avec vous, Aurélie, que le marché local.
Tout à fait. L'intérêt du digital pour ces producteurs et pour toutes ces entreprises qui sont dans leur territoire, c'est le désenclavement, c'est le fait d'avoir accès évidemment à des clients qui sont non seulement beaucoup plus loin dans toutes les régions de la France, mais également de se lancer à l'international. Je pourrais par exemple vous donner l'exemple de la Maison Victor, qui est une boucherie et une épicerie fine basée à Montélimar, et qui, en se lançant dans la boutique des producteurs, a pu toucher des clients partout en France, et puis voilà, et de manière récurrente. Donc ça donne accès vraiment à des clients partout. Aujourd'hui, les 13 000 TPE-PME en France qui vendent sur la marketplace Amazon ont réalisé 600 millions de ventes d'euros à l'export. C'est un chiffre qui est en croissance de 40%. Donc le digital, c'est une chance pour se développer en France et à l'international. Quel a été l'accueil justement, Aurélie, dans les territoires auprès des producteurs? Est-ce qu'ils vous ont accueilli en vous regardant un petit peu de travers, en vous disant ouais, ma petite dame, ça va être plus compliqué que ça? Comment vous ont-ils accueilli et comment s'est fait le partenariat très concrètement? Qu'est-ce que vous leur amenez? Très concrètement, les premiers qu'on a convaincus, on est arrivé au mois de février par moins 5 degrés dans des domaines où il n'y avait personne. Donc déjà, ils étaient contents de nous voir. Et en plus de ça, on leur a expliqué qu'on allait leur permettre d'être visibles en ligne, de vendre à des clients qui n'ont pas l'habitude de toucher aussi, une cible un peu plus jeune, qui différait vraiment de leur fichier client de base. Et puis, on a un côté vraiment apporteur d'affaires où non seulement gratuitement, en les intégrant sur notre site, on leur permet de vendre plus de vin, on leur permet d'avoir des clients sur le domaine. Il y en a beaucoup qui, du point de vue no-tourisme, se développent énormément grâce à nous et reçoivent des centaines de clients, voire des milliers chaque année pour visiter le domaine. Donc je pense que c'est cet aspect visibilité en ligne, parce qu'eux n'avaient pas forcément de site e-commerce, on avait des domaines qui étaient très peu digitaux, ou alors des domaines qui n'étaient pas encore très structurés œnotouristiquement. Je pense qu'on leur a vraiment apporté de ce point de vue. Et donc pour l'instant, tous les domaines avec lesquels on travaille sont là depuis le début et ils sont tous satisfaits de la collaboration. Et oui, parce qu'il y a cet aspect finalement visibilité qui est très important pour eux et qu'ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens de s'offrir directement. Dominique Restineau, finalement le numérique, on l'a bien compris, où on est digital native, mais pour tous les autres, même les plus récalcitrants, parce que je crois que dans vos chiffres, il y avait encore sur 96% se disent qu'il faut y aller, mais je crois que 31% pensent que c'est encore un passage obligé. Ils le font parce qu'il faut le faire. Donc comment vous arrivez à les convaincre? Parce que ça fait aussi partie de votre mission. Bon, déjà dans nos convictions, et en tout cas dans les miennes, c'est que le digital, c'est plus une option. Voilà. Ça, c'est la première chose. Je l'ai dit tout à l'heure, l'accélération avec la crise. Comment on les accompagne? Assez simplement, et on les accompagne à deux niveaux. Parce que dans Chambre de commerce et d'industrie, il y a un mot qui c'est commerce. Donc, et ces dernières années, puisque je présidais Paris, la Chambre de Paris auparavant, à une époque où ça cassait un peu dans les rues également, et il fallait les accompagner. Donc c'est vraiment dans notre ADN d'aller accompagner ces commerçants. On les accompagne sur deux niveaux. Un premier niveau, et Aurélie a tout compris. Aurélie a tout compris parce que sur le phénomène, ne serait-ce que de traiter leur fichier client, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Vous le disiez tout à l'heure, Karine, il y a une certaine réticence. Alors, qui dit les 30% qui dit réticence, ça ne veut pas dire qu'ils n'y vont pas. Non, mais ils n'y vont pas de la même manière. Voilà, ils n'y vont pas de la même manière. Là où elle a encore tout compris, c'est qu'on leur explique qu'il y a le digital, mais il y a le physique. Et elle fait les deux. Et on parlait du bougie tout à l'heure, le nombre de jeunes entrepreneurs qui ont commencé sur le web et qui continuent, qui ouvrent des points de vente, c'est fondamental parce qu'il faut ce lien-là. Dans l'accompagnement, c'est les accompagner de premier niveau avec du digital sur des formations pour les aider simplement. Et ensuite, à un deuxième niveau, on les accompagne et notamment avec du financement. Enfin, il y a du financement pour ça, j'y reviendrai parce que c'est important pour les gens, les amis qui sont avec nous. Le point également, c'est de les aider à créer leur site internet. C'est de les aider à créer et à construire leur cahier des charges, par exemple. C'est de les aider à aller acheter des mots-clés. C'est les choses très concrètes et c'est là où on les aide. Et pour ça, alors il y a la région Île-de-France. Je vais parler de la région Île-de-France. La région Île-de-France a mis en place ce qu'on appelle un chèque numérique. Voilà, de 1 500 €, qui permet d'aider, et la Chambre, c'est l'opérateur pour faire ça, avec mes services, mais Amazon connaît bien, puisqu'on en parlait tout à l'heure,
pour accompagner ces commerçants, ces TPE, ces PME à créer leur site, à faire de la vente en ligne. Et il a fallu qu'on le fasse également, même dans la CHR, même dans les commerçants, quand il y avait le Covid, ou le click and collect, pour beaucoup de gens, c'était loin d'eux, quoi, tout ça. Et donc, on les accompagne très concrètement dans ces dispositifs. Et quelques chiffres, parce que je crois que c'est 11 000, comment dirais-je, commerces, TPE que nous avons accompagnés. Dessus, il y a 8 500 entreprises, commerces qui ont bénéficié de ce financement, de ce chèque. Et c'est à peu près 8 millions d'euros qui ont permis de financer ces développements. Juste une petite parenthèse, c'est drôlement intéressant parce que vous avez replacé la CCI là où doit être sa mission au moment du Covid. Ça a été aussi l'occasion de montrer comment vous pouviez les accompagner. Vous pouviez être là dans les moments difficiles. Alors oui, on est 3 ans après le Covid, mais n'empêche que ça a permis de remettre à niveau cette idée que vous étiez là pour les accompagner, et notamment sur l'avenir et sur le digital. Merci Karine. Non mais c'est vrai. Non, c'est sympa. Oui, et c'est ce qu'on fait depuis 2 siècles. Mais oui. Parce que c'est une maison extrêmement innovante. C'est comme la Poste, c'est une maison extrêmement innovante en réalité. Voilà. Et on crée des écoles parce que les gens ne savent pas. Nous avons une école d'ingénieurs digital qui s'appelle l'ECIT, sur lequel on investit parce qu'il y a un tel besoin de collaborateurs dans ce domaine qu'on investit. Les écoles HEC qui sont nos écoles, le SCP qui sont nos écoles, les Gobelins qui sont nos écoles, Ferrandi, là je suis sûr que Ferrandi, il y a plein de gens qui connaissent, la grande école de gastronomie. Bien voilà, on investit et on innove. C'est le travail de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Et l'autre précision que je voulais apporter, le MoveJ, parce que je disais que beaucoup d'entre vous devaient connaître, mais peut-être repréciser, vous qui en êtes le fondateur, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Parce que j'imagine que ça peut intéresser tout le monde. Alors, le MoveJ, c'est une structure associative j'ai importé le concept du mentorat pour entrepreneurs il y a 18 ans du Québec. D'abord, j'ai fondé un programme pour les entreprises à fort potentiel de croissance. Ça n'existait pas il y a 18 ans. Fort potentiel de croissance, ça se faisait, mais voilà. Et accompagner, avec la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, des entreprises qui n'étaient pas en création, mais qui avaient minimum 3 ans d'activité, minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, minimum 10 salariés. Je dis bien des salariés, pas des stagiaires, des salariés. D'accord ? Et en réalité, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. C'est ça le tissu économique français quand même, et pas que français d'ailleurs. Et donc, pour faire grandir les entreprises, je partais du principe, avec ce que j'avais découvert au Québec, qu'il fallait faire grandir les entrepreneurs. Donc, ce premier programme que j'ai lancé, et ensuite en 2009, le MoveJ, parce que la première ressource naturelle d'un pays, ça c'est ma conviction forte également, c'est que la première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Alors, je ne dis pas que les mecs comme moi, à mon âge, on ne sert à rien. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Il faut que les jeunes s'occupent de nous. Ça va là? Déconnez pas. Mais en clair, le MoveJ accompagne fondamentalement avec un programme de mentorat pour entrepreneurs, des jeunes de 18 à 30 ans, et bon nombre de les fagots, les easy peasy, plein, voilà. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines qui sont accompagnés dans un programme de mentorat pour entrepreneurs, avec dans les règles de l'art du mentorat. C'est partout en France, au Québec, en Tunisie, on va ouvrir le Bénin, on y va tranquillement. C'est une association que j'ai fondée. La MoveJ Family, c'est à peu près 2000 personnes. C'est plusieurs milliers de jeunes que nous avons accompagnés et ça continue et ça grandit avec un programme qui va sortir incessamment. Mais Aurélie connaît bien. Hein. Ouais, voilà. J'imagine que Aurélie, mais ceci dit, elle n'a pas encore frappé à la porte, donc sans doute elle y viendra. Ça y est, c'est déjà fait là. Ça y est, c'est réglé, c'est dealé. Clara, puisqu'on était sur l'accompagnement, on a parlé effectivement de ce que se fait un petit peu à la CCI, du MoveJ qui quelque part aussi va accompagner sur ce développement et sur l'accélération digitale. Et vous avez créé l'accélérateur du numérique chez Amazon, justement pour accompagner toutes ces entreprises, parce que vous avez bien senti que, au-delà de ce que vous offriez sur la marketplace, que vous proposiez, il y avait des besoins très spécifiques. Du coup, vous avez, je crois, 120 modules de formation, c'est ça ? C'est ça. L'accélérateur du numérique, ça a vraiment pour ambition de donner les clés aux chefs d'entreprise TPE, PME françaises, leur donner le socle de connaissances pour se lancer sur Internet, pour se lancer dans leur propre transformation digitale. On a aujourd'hui formé 35 000 entreprises TPE, PME en France en donnant accès à 120 modules de formation gratuitement sur l'accélérateur du numérique. Par exemple, c'est
tous les sujets qui touchent au e-commerce. Ça peut être comment créer son propre site internet, comment vendre sur une marketplace, comment positionner sa marque sur les réseaux sociaux, donc tous les sujets de marketing digital, comment gérer la logistique dans le cas du e-commerce. Donc ce sont toutes les problématiques très concrètes, comme le disait Dominique, très concrètes pour pouvoir se lancer, définir sa propre stratégie, comment se lancer sur Internet quand on est un commerce physique. Et ces modules de formation, ils sont réalisés en partenariat avec des experts. Absolument, on a une 50aine d'experts sur toutes ces problématiques. L'objectif, c'est vraiment d'aller trouver les contenus les plus pointus sur chacune de ces questions très concrètes que peuvent se poser les entrepreneurs. Donc il y a une 50aine d'experts qui nous accompagnent. Et nos formations, ça peut être des petites vidéos de 5 minutes en ligne, mais ça prend aussi plusieurs formes. Ça peut être des tests de connaissances, ça peut être aussi des ateliers, des bootcamps, puisque nous organisons des ateliers physiques intensifs sur chacun de ces sujets, et ça peut aller jusqu'à des coachings personnalisés. Alors là, c'est sur dossier, mais effectivement, l'objectif, c'est de décliner tous ces formats-là et de donner les clés à ces entrepreneurs. Effectivement, pour les accompagner, et pas forcément pour venir vendre sur la marketplace Amazon. En tout cas, pour leur tenir la main sur ces différentes étapes. Aurélie, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin, vous avez eu la nécessité d'être accompagnée d'une manière ou d'une autre pour votre développement, et à quelle porte vous avez frappé ? On a été très bien accompagnés, et je pense que depuis le début, on a déjà commencé par l'incubateur HEC, c'était 3-4 mois après s'être lancé, et ça a été décisif. Le fait d'être entouré de startups qui en étaient au même stade de développement que nous, d'avoir des mentors de tous les secteurs. Vraiment, l'accompagnement a été un vrai accélérateur pour nous. On levait des fonds à ce moment-là, donc ils nous ont aussi aidés à rencontrer des business angels et d'autres investisseurs. Et on a aussi été accompagné par le réseau Entreprendre. On a eu un super mentor. Mais justement, Charles d'EasyPeasy était notre mentor du réseau Entreprendre. Et voilà, c'est vrai que les conseils d'entrepreneurs qui sont passés par là, qui sont à un stade plus avancé de développement, ça c'était génial. Et puis nos investisseurs actuellement, on a le fonds Mouvement et Finance, le fonds Founders Future. On est super bien accompagnés par nos investisseurs qui très concrètement aussi, on parlait d'actions concrètes, comment optimiser notre site, etc. nous aident, mais de manière vraiment importante. Ouais, hyper importante. Le réseau Entreprendre, dont vous êtes partenaire aussi à Amazon. Hein. Absolument. Le réseau Entreprendre est un de nos 3 grands partenaires de l'accélérateur du numérique. L'objectif, c'est d'être au plus près des entrepreneurs comme vous pour comprendre quels sont leurs besoins et pour pouvoir identifier les nouveaux contenus à enrichir pour apporter toujours les bonnes réponses aux questions concrètes qu'ils peuvent se poser. Alors justement, vous le disiez, c'est important d'avoir des entrepreneurs qui partagent leurs bons conseils, leurs tips, leurs bonnes pratiques. Maintenant, vous êtes de l'autre côté, Aurélie, donc on va vous demander à vous justement les petits conseils. Peut-être d'abord par rapport au digital, ce que vous me disiez, c'est qu'il ne faut pas minimiser justement, d'où l'importance des conseils et de l'accompagnement, ce que ça représente en termes de coûts et de techniques. Premièrement, je pense que quand on estime le coût de développement d'un site, nous on avait commencé par du no-code, puis ensuite on a fait développer par une agence, puis on a réinternalisé, c'est toujours supérieur à ce que vous aurez anticipé. Donc voilà, déjà, doubler le budget. En plus de ça, oui, il ne faut pas minimiser la tech, puisque nous on s'est lancé 100% digital. Et c'est votre outil de vente. Donc en fait, s'il y a un problème, et nous ça nous est arrivé d'avoir le site qui crache 2 semaines avant Noël, alors que c'est une autre période de vente de l'année, là c'est terrible. Donc, être hyper au clair sur les moyens qu'on met derrière la tech. Ne pas perdre espoir quand on galère à recruter un développeur aussi, parce que c'est un marché qui est très tendu et on a pu se mordre les doigts de perdre des mois sur nos recrutements et puis d'avoir des sujets tech qui s'accumulaient. Mais aujourd'hui, on a un super CTO. Donc voilà, l'impact, je pense l'importance de la tech là-dessus et investir là-dedans. Ouais. Alors, je sais qu'il y a d'autres conseils, on va y revenir. Dominique, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus par rapport à toutes ces entreprises que vous voyez ou aux exemples que vous avez pu croiser? Effectivement, je vous voyais opiner du chef sur ces questions-là. Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. En clair, il y a 2 choses. Mais ça c'est pour la tech et pour le digital. Attention, ça coûte toujours plus cher. Mais j'ai envie de dire, c'est dans tous les business, quand quelqu'un se lance pour créer un business, ça prend toujours plus de temps et ça coûte toujours plus cher. Comme quand on construit une maison. C'est pareil, exactement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a parlé d'accompagnement. Il y a l'accompagnement très concret. Il y a l'accompagnement où on prend la main de quelqu'un, d'accord ?
Nous, on est, et moi je suis bilingue, je suis public-privé. Et donc d'accompagner, on accompagne également les politiques du gouvernement, les politiques de la région, parce qu'il faut aller chercher des commerçants, des patrons de TPE. Il n'y a pas que des digital natives qui sont nés avec. Et pourtant, c'est du business. Et pourtant, c'est des choses où on va développer les entreprises et où il faut développer les entreprises. Et donc, c'est cet accompagnement très concret que nous devons apporter, que nous apportons. Après, vous avez, Clara disait tout à l'heure qu'il y a chez Amazon cette boutique. Nous avons nos propres parcours, il y a des réseaux, on va parler de Mouv'Y, réseau entreprendre, je les connais tous très bien, évidemment, d'accord. Ce qu'il faut, c'est que chacun soit dans sa spécificité et que chacun accompagne le développement économique du digital, certes, du commerce, certes, mais on peut dire aujourd'hui aussi de la transformation digitale et de la transformation, je dirais, écologique, qui est fondamentale, et l'industrie. Parce que j'ai vu un prototype tout à l'heure là-bas. On pense qu'on crée des sites internet, qu'on va faire des business. Mais on a besoin de réindustrialiser ce pays. C'est fondamental. Je ne veux pas terminer une conférence sans parler d'industrie. C'est fondamental. Voilà. Il y a 2-3 ans, plus personne n'allait dans les salles de cinéma. Il faut aller dans les salles de cinéma. Il faut aller voir les films également dans les salles de cinéma. C'est une ambiance. Et justement, Aurélie a raison. Vivre cette expérience, c'est le figital, le physique et le digital. C'est à ça que ça sert également les lieux de vente, les lieux de service, parce qu'il y a également tout ce qui est le serviciel. On fait des études là-dessus à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Le serviciel qui apporte et à l'industrie et au commerce. C'est fondamental d'aller dans ce sens-là. Exactement. Je vais revenir sur le serviciel avec vous, Aurélie, parce que c'est un point très important pour vous aussi, cette expérience client et cette connaissance client. Mais un point quand même, on n'a pas cité les digiteurs, peut-être juste, vous en avez parlé rapidement, peut-être repréciser, parce que ça, c'est la porte d'entrée, justement, sur les questions digitales. Karine, vous êtes exceptionnelle. Je vous le dis. Parce que même quand j'oublie un truc, vous y pensez. Voilà. Donc les digiteurs, c'est effectivement... Alors, c'est pas notre boutique, mais c'est comme si c'était notre boutique. C'est... le service, le site de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France qui apporte tous ces services, c'est par ce biais-là, répartis sur l'ensemble d'Île-de-France, d'accompagnement, de connaissances. Donc ça s'appelle les digiteurs.fr, bien évidemment. Voilà. Sur la connaissance client et l'expérience client, on a commencé, effectivement, vous avez commencé à présenter QV Privé, Aurélie, en disant, bah voilà, l'idée c'est au-delà d'une boutique, c'est un service, justement ce que disait Dominique à l'instant. Et dans les conseils, je crois que vous vouliez partager cette idée de la connaissance client et de l'importance du feedback, d'aller les chercher un par un, etc. Que permet le digital? Absolument. Nous, dès le début, on a été extrêmement drivé par le fait de connaître nos clients, connaître la raison pour laquelle ils nous achetaient, parce que tout simplement le client qui paye, on a envie de savoir exactement si c'est parce que c'est pour la qualité de vos vins, c'est pour la personnalisation des bouteilles, c'est pour l'expérience, c'est pour le service. Donc ça, on n'a jamais perdu ça de vue. L'erreur qu'on a faite parfois, c'est de lancer des services ou des features qui n'avaient pas été validés par cette connaissance client. Et on s'en est mordu les doigts puisqu'on s'est dit, en fait, cette feature, elle nous a pris 3 plombes à développer, mais en fait, tout le monde s'en fiche. Alors que là, par exemple, le dernier service qu'on a lancé, donc on a lancé la formation en ligne QV Privé, s'initier aux bases du vin, qui a été complètement co-construite avec nos clients. On a envoyé des questionnaires. Voilà, vous aimeriez quoi comme thématique, comme coût, comme durée, comme format. Et donc ça, on était sûr que ça allait plaire. On se jetait pas dans le vide en lançant notre produit, puisqu'on savait que ça allait plaire à notre base client. Et l'idée aussi, c'est que le digital permet peut-être une diversification plus rapide que dans le physique, et on va en arriver à la boutique physique, mais justement, c'est pas à pas, comme ça, en connaissant mieux les besoins, que vous pouvez vous diversifier. Absolument. En fait, l'avantage du digital, c'est qu'on veut lancer un nouveau produit. Voilà, en quelques jours de développement, globalement, on peut le lancer, on peut avoir vite un retour. Donc le fait de tester rapidement, c'est génial. Évidemment, il faut avoir un peu anticipé, avoir un peu interrogé ses clients et puis que ça vienne d'un besoin client. Mais ça nous a vraiment permis de nous diversifier vite, même de tester de nouveaux marchés. On a commencé à vendre à des clients étrangers au bout de 3 ou 4 mois de boîte en 2018. On a rapidement vendu à des pays européens, on a même fait des tests au Japon, ce qui suffisait de dupliquer nos pages, faire un peu de marketing digital dans ce pays. On a aussi fait des erreurs. Hein. On a aussi voulu se lancer trop vite du côté du UK. Quelques mois avant le Brexit, ce qui était la meilleure idée du monde. Et on s'est retrouvé avec des colis bloqués la veille de Noël à la douane. Et on a fini par fermer le UK parce que ça devenait trop cher d'être là-bas. Voilà, c'était une bonne décision.
c'est aussi un conseil que je donnerais, c'est pas vouloir trop s'éparpiller. Quand on est entrepreneur, on est un peu chien fou, on a plein d'idées. On se dit, c'est tellement facile d'aller vendre au UK, etc. Ouais, mais en fait, c'est pas le même marché. Et puis, logistiquement... Il y a des droits de douane. Complètement. Et puis, du jour au lendemain, je pense qu'on n'avait pas anticipé que le Brexit ferait x6 sur nos coûts logistiques. Donc voilà. Dominique. Ouais, justement, je voudrais rebondir sur ce que dit Aurélie. À la Chambre de commerce, les chambres de commerce en France et la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, évidemment, fait partie de l'équipe championne de France de l'export, la Team France Export avec BPI Business France, où on prépare les primo-exportateurs parce que ça ne s'improvise pas d'aller à l'international. C'est aussi ce que nous faisons. Donc, il y a ce champ des possibles qui est assez important et je voulais justement en profiter pour en parler parce que il y a des... Il y a les termes techniques, mais il y a effectivement avec les normes et avec tout ce qui est documents de douane, c'est extrêmement important et c'est pas simple d'y aller comme ça, la fleur au fusil, quoi. C'est comme créer un site, on pense que, c'est ce que tu disais, on pense que on va créer un site, on va vendre. Ça marche pas tout à fait comme ça quand même. Voilà. L'autre dispositif étatique, si j'ose dire, c'est que vous êtes aussi sur France Relance. Alors, on est bien sûr sur France Relance. Vous savez, c'est depuis 5, 6, 7 ans, c'est ce que vous disiez, Karine, nous sommes le premier réseau d'accompagnement de proximité des entreprises. J'en connais pas d'autres. Et je ne suis pas en train de faire la méritocratie. J'en connais pas d'autres. D'accord ? Aussi massif pour déployer une politique publique pour les chèques, pour ce qui s'est passé toutes ces dernières années et pendant le Covid, bien évidemment. Et donc, dans France Relance, le gouvernement nous demande d'aller à la rencontre en proximité des commerçants, des entreprises, des TPE, des PME, pour aller apporter plus que la bonne parole, c'est-à-dire l'accompagnement. On a eu une opération qu'on vient de terminer récemment, là, en 2022, qui a très bien fonctionné. C'était, je cherche parce que je l'ai oublié, c'était sur... pour l'accompagnement des TPE, PME, effectivement. Voilà, et on en lance une autre également qui démarre, là on est au début, sur les CHR, ces cafés, hôtels, restaurants, où là il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet également de comment dirais-je, de collaborateurs à l'intérieur qu'il faut chercher. Et c'est des actions que nous menons également pour aller chercher tous les publics, parce qu'on a besoin de tout le monde. Il y a un grand projet en France qui s'appelle Les entreprises s'engagent, pour lequel la Chambre de Paris-Île-de-France est extrêmement engagée, où on ouvre également, bien sûr, sur l'apprentissage, c'est fondamental, mais également sur d'autres sujets et même sur des gens qui arrivent parce qu'ils sont loin ailleurs et malheureux ailleurs. Eh bien, ils ont des compétences. Pour certains, c'est un problème. Moi, j'y vois une solution. Et c'est les gens qui ont des forces vives et on en a besoin. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez c'est du public-privé chez vous, mais chez Amazon, vous le montrez aussi. Vous tendez la main aujourd'hui à des comme le réseau ils ont beaucoup d'argent quand même. Hein. Oui. Mais et voilà. Et l'idée, c'est de se dire, donc les formations sont gratuites. On les fait aussi en partenariat avec parfois du public pour aller chercher les TPE, PME partout là où elles sont. Vous avez le même objectif finalement tous les deux. Absolument. On a ce sujet d'être beaucoup plus en proximité des entrepreneurs. Notre volonté pour 2023, c'est d'être encore plus dans les territoires, dans les régions et d'aller organiser des ateliers bootcamp, donc ces ateliers de formation intensifs au plus près des entrepreneurs dans les territoires. C'est sur inscription aussi ? C'est sur inscription, tout à fait, sur l'accélérateur du numérique.fr. Et c'est notre volonté d'aller encore plus localement dans cet ancrage des territoires. Mais je vous rassure, Karine, elle connaît bien mes équipes. Hein. Oui, j'imagine que vous échangez un petit peu. Aurélie, alors, boulevard Beaumarchais, la boutique, au 23. Au 23. Au 23, c'est bien ça. À un moment donné, on y retourne, on boucle la boucle, on part du champ et on revient, hop, on s'installe boulevard Beaumarchais. Pourquoi vous l'avez ouverte et avec quels moyens ? On l'a ouverte, donc c'était le mois dernier, tout récent, juste avant Noël. Pourquoi est-ce qu'on a ouvert une boutique physique ? On s'est rendu compte, ça faisait 4 ans et demi qu'on était en ligne. C'était génial avec tous les avantages qu'on a cités. Et puis, on avait cette envie d'avoir un lieu QV privé déjà pour être crédible, pour que les gens nous voient. Ah bah oui, je sais, ils ont une boutique à Bastille, on peut les rencontrer, on sait que c'est pas de l'arnaque, qu'ils sont pas juste en ligne. On avait ce désir que les clients puissent acheter des bouteilles aussi. Voilà, j'ai un dîner ce soir, je veux absolument faire découvrir ma cuvée privée, j'ai plus de bouteilles, je vais en acheter en bas de chez moi.
On avait cette volonté d'organiser des événements aussi avec nos clients. On en faisait souvent dans d'autres lieux, mais vraiment avoir un lieu de vie QV privé pour pouvoir justement questionner nos clients, les connaître, penser au coup d'après. Donc vraiment ce côté vitrine et présence physique qui rassure. Donc je pense que c'est ce qu'on se disait, c'est indissociable. On a commencé e-commerce et puis on avait besoin de cette boutique. Et comment vous l'avez financé ? Et comment on l'a financé? C'est une bonne question. On venait de lever quelques mois plus tôt, donc auprès d'investisseurs privés qui avaient déjà investi chez nous en 2019. Et puis on a aussi contracté un prêt bancaire en complément. Donc voilà, on avait quelques petits travaux à faire et on a ouvert in extremis le 16 décembre pour les quelques jours avant Noël. Pour les fêtes de Noël. Et qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Bon, vous avez un mois de recul, mais par rapport à tous les objectifs, l'ambition que vous portez dans cette boutique, est-ce qu'effectivement vous avez ce win-win digital physique aujourd'hui? Oui, c'est encore très tôt pour le dire, mais on le voit déjà à l'heure actuelle. Le nombre de fois où des clients nous disent en ligne, j'ai absolument besoin de ce produit pour dans 2 jours, j'ai un anniversaire, quoi que ce soit, on leur dit, si vous êtes parisien, venez dans notre boutique. Bien sûr, c'est plus compliqué quand on est à l'autre bout de la France. Et après, on l'a aussi vu sur la partie très réassurance des clients qui n'ont pas forcément bien compris le concept ou qui ont des questions, ça les rassure de venir nous voir. Le fait de pouvoir faire des événements, ça c'est vraiment quelque chose qui va changer la donne dans quelques semaines. On va commencer nos premiers événements physiques. C'est-à-dire que vous allez faire venir les producteurs à Paris? Absolument, on l'a déjà fait dans d'autres endroits, mais donc les producteurs viendront dans notre caveau de dégustation puisqu'on a aussi un joli caveau. Et le but c'est de faire rencontrer nos producteurs, nos clients, et puis toujours mieux connaître nos clients, nous comme ça. Donc on vient de faire toute une table ronde sur l'accélération du digital est nécessaire et en même temps on termine en disant mais l'humain est absolument nécessaire parce que c'est comme ça qu'on vend mieux, c'est comme ça que la relation se fait. Sauf que peut-être la conclusion de tout ça, c'est que si le digital est hyper efficace, si l'expérience client est formidable, de toute façon on revient à l'humain. Mais si tout ça est fluide, c'est bien ça l'idée Aurélie, et bien finalement on se concentre sur l'humain. Complètement, je pense que là-dessus, ce qui nous manquait en e-commerce, c'était ce côté crédibilité et puis présence qui rassure encore une fois. Et je pense qu'on l'a vraiment atteint en ouvrant cette boutique. Alors c'est d'autres challenges, hein. On se rend compte que quand on connaît les challenges du e-commerce, les challenges du retail, c'est autre chose. On est encore en train de recruter un responsable de boutique. Si quelqu'un connaît un responsable de boutique qui aime le vin, n'hésitez pas à postuler. Petit appel à candidature pour tous les passionnés de vin. Donc c'est d'autres problématiques, mais c'est génial et on voit à quel point ça sert. Et la clientèle qu'on rencontre en boutique est aussi différente de celle qui n'achète qu'en ligne. Enfin, c'est indissociable. Un dernier conseil, Dominique. Alors moi, j'aime pas donner des conseils. Très bien. Que, voilà. Alors, une belle histoire. Mais par contre, on le voit plus que jamais. Et je dis ça à côté d'Amazon et à côté d'Aurélie. Plus ça se développe et plus il y a des outils digitaux et plus on a besoin d'humains. La vie, c'est l'humain. Et pour ça, il faut venir voir les humains à la Chambre de commerce, pousser la porte à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Il y a plein de choses qui aident et plein de programmes qui vous aident à développer votre business, hein, en France, à l'international, dans le digital, dans le service, dans l'industrie. On est là pour ça. Venez nous voir. Et ce que je retiens, moi, c'est que finalement, effectivement, le digital est désormais un outil indispensable, mais qu'il y a plusieurs manières de l'utiliser. On l'a vu en étant digital native. Vous le dites, il y a des commerçants à Paris qui doivent se tourner vers le digital, qui ont dû se tourner vers le digital. Il y a les marketplaces et qu'aujourd'hui, peut-être ce qui est nouveau, c'est que tout le monde se parle, ou en tout cas essaie d'échanger parce qu'il faut aller tous ensemble dans la même direction. C'est bien ça, Clara? Tout à fait. L'intérêt aujourd'hui, clairement, si on s'adresse aujourd'hui aux chefs d'entreprise TPE, PME, lancez-vous. Il y a beaucoup de choses à disposition pour cet accompagnement qui leur semble aujourd'hui nécessaire. Et effectivement, le contact. Aujourd'hui, on se rend compte que des gens qui commencent dans le digital ouvrent des points de vente physiques. Des gens qui commencent dans le physique se lancent dans le digital et les revenus générés par le digital permettent d'ouvrir d'autres points de vente physiques. Un commerçant physique qui se lance dans le digital, en moyenne, réalise la complémentarité entre le physique et le digital. Ça génère en moyenne une croissance de 14% du chiffre d'affaires physique. Donc on voit bien que cette complémentarité et cet humain au centre, la nécessité d'humaniser le digital est là et elle est réelle pour les chefs d'entreprise. Et que les opportunités business sont nombreuses. Vous vouliez un dernier mot? Vous avez 10 secondes.
Eh bien oui, je voudrais juste rappeler pour les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans que c'est le moment, encore en ce moment, puisqu'on a parlé du MoveJ, il y a le Grand Prix MoveJ, il y a de l'argent à gagner, il y a de l'accompagnement, il y a du mentorat. C'est en ce moment un Grand Prix avec 1500 personnes qui seront là pour venir vous accueillir. Et il y a un truc qui est important, c'est que 100% des gagnants, comme Fago, comme Easy Peasy, comme d'autres, Perco et tout ça, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est un peu comme au loto. Merci. Sur le site moveJ.fr également. Merci infiniment Clara Jetzel, Dominique Restino et Aurélie, QV Privé, 23 boulevard Beaumarchais. Merci beaucoup et belle aventure pour la suite et pour vos deux bébés. Merci beaucoup à tous pour votre écoute attentive et à très bientôt.